Allez, on est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours autour de la table Dorothée Rouzet, Philippe Trainard et Christian Poyot qui a un coup de gueule à passer. On va parler du retour de l'ISF, Christian, parce que, à défaut de la taxe Zuckman, probablement inapplicable d'ailleurs parce que inconstitutionnelle, eh bien, il semble qu'on se dirige vers l'instauration d'un nouvel ISF. C'est Marc Fesneau qui l'a proposé cette semaine, un impôt sur la fortune improductive. Ouais, alors bon, il va falloir qu'on m'explique ce que c'est la fortune improductive. Ça ressemble beaucoup à l'ISF ancienne moi, je version. vais revenir sur l'ISF quand même. Et là encore, essayer de prendre des chiffres tout à fait factuels, quoi. On dit toujours la force de l'Allemagne, c'est le Mittelstand. C'est en fait des ETI, donc des entreprises qui sont entre 250 et entre 500 et 5000 salariés. 500 et 5000 salariés. Micropole est une ETI, on a démarré à 2, on est 1400, etc. Donc le Mittelstand est une des forces de l'Allemagne. Oui. Mais il y a une trentaine d'années, on avait peut-être un peu moins d'ETI en France, mais on avait un certain nombre. Des études extrêmement précises, concrètes, pratiques ont démontré que l'ISF a détruit ces entreprises. Pourquoi ? Parce que simplement la transmission n'était pas possible, ou plutôt elle était possible. À ce moment-là, les héritiers devaient payer, s'acquitter, n'avaient plus le statut d'outil de travail, donc devaient payer en fait l'ISF et donc vendaient la boîte. Donc si on raisonne, il faut expliquer comment fonctionnait l'ISF. C'est-à-dire que l'outil professionnel, contrairement à la taxe Zuckman, n'était pas taxé. Bon, mais ça veut dire qu'il fallait être un actionnaire dirigeant. Oui, tout à fait. Il faut un poste dans l'entreprise, et si vous faites partie de la famille, mais que vous ne travaillez pas dans l'entreprise, là, vous payez l'ISF. Vous payez l'ISF. Bon, et pour payer l'ISF, comment vous faites ? Faut voir il faut verser des dividendes. Assez significatifs. Des dividendes que l'entreprise peut ou ne peut pas verser si elle est en phase d'investissement ou dans une situation économique compliquée. Donc, un grand nombre d'entreprises ont été vendues. Alors, vendus à des concurrents, vendus à des fonds d'investissement, vendus à des sociétés étrangères, etc. Donc, le tissu économique français des ETI a été considérablement détruit par l'ISF. Voilà. Donc, vous voyez, après, encore une fois, moi j'ai le tort peut-être, comme nous tous, je pense, autour de cette antenne, de revenir sur les choses concrètes. À quoi ça sert ? Quel est l'impact économique ? Et au final, est-ce que ça sert l'emploi ? Est-ce que ça sert la dynamique de la France ? Est-ce que ça sert le pouvoir d'achat, etc. Je reviens qu'on revienne sur le pouvoir d'achat aussi. Ça remplir les caisses de l'État. Oui, mais pour faire quoi ? Pour continuer à alimenter la dette, etc. Donc, la proposition du PS, c'est de baisser la CSG, par exemple, sur les bas salaires. C'est de donner du pouvoir d'achat entre 1 et 1,4. Allons-y sur le pouvoir d'achat. Moi, je veux bien garder la parole, désolé, sur ce sujet. C'est quoi le problème du pouvoir d'achat ? Il est vrai, ça, alors là, le fait de dire que le net que les gens ont dans leur poche n'est pas suffisant, il n'y a aucun... malheureusement, c'est un constat que tout le monde partage. Bon. Mais si on regarde bien entre ce que le brut chargé que paye le chef d'entreprise et le net du collaborateur, mais ça n'a fait qu'augmenter, si je veux dire. Mais pour faire quoi ? Majoritairement pour payer la protection sociale, les retraites et les 35 heures. Donc il y a aussi une hallucination collective. On travaille moins, on part en retraite plus tôt, et après on s'étonne qu'il faut financer tout ça en le faisant payer sur nos salaires. Voilà. Mais c'est pas dit, bien évidemment. Mais il serait temps qu'on se réveille. Dorothée Rouzet, l'ISF, on a vécu pendant des décennies avec finalement. Il y a eu d'ailleurs une mission qui a été mise en place au moment de sa modification en 2017 pour le transformer en impôt sur la fortune immobilière. Ce rapport, il avait indiqué quand même qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'impact sur l'investissement, que la suppression de l'ISF n'avait pas tant que ça soutenu l'investissement. Donc, économiquement, que disent les modèles économiques ? Est-ce que un retour de l'ISF, un peu ancienne version, serait mauvais pour la croissance et l'économie ? Alors, c'est un petit peu difficile à dire. Effectivement, à l'époque, il y avait au moment des réformes, il y avait eu un comité d'évaluation qui avait été mis en place, qui avait duré quelques années, qui avait regardé un peu les impacts de l'ISF, de la suppression de l'ISF dans différents domaines, y compris l'exil fiscal, qui avait montré que... Alors, c'était un paquet. C'était l'ISF, c'était la mise en place de la flat tax, absolument. Qui avait quand même inversé les flux d'exil fiscal, même si c'était pas massif. Ça avait quand même été un cas. S'il faut le rappeler, ça avait inversé la tendance sur l'exil fiscal. C'est-à-dire qu'on avait davantage de gens qui revenaient en France, et ce dès 2017-2018, que de fortunes qui s'exilaient à l'étranger. Alors après, sur l'investissement, effectivement, l'étude n'avait pas vraiment trouvé d'impact. Alors quand on regarde à un niveau, forcément sur une fenêtre assez étroite, de les entreprises dont l'actionnaire principal est aussi est redevable de l'ISF, etc. La difficulté là-dessus, elle est double. Dans ces études, c'est d'une part que c'est des choses qui prennent du temps.
C'est-à-dire que bon, l'évaluation par nature, elle est faite quelques années après la réforme parce qu'on a envie d'avoir les réponses. Le temps de la recherche économique, en général, le moment où on commence à avoir suffisamment de recul dans les données, notamment pour les politiques de l'offre qui prennent du temps à monter en charge, typiquement, c'est un peu le moment où le comité d'évaluation s'éteint. Il y a d'autres travaux en cours ou pas? Pas à ma connaissance, mais il y a peut-être des chercheurs qui travaillent dessus. Et l'autre difficulté, c'est que, bon, en même temps, sur la période, on a aussi vu, à partir de 2017, que le taux d'investissement des entreprises en France, il a augmenté vite. Oui. On a eu un investissement très dynamique. Donc c'est difficile de dire, je prends la loupe, je mets la focale sur l'ISF, sur les entreprises concernées, etc. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que c'était aussi une partie d'un ensemble de paquets attractivité et favorable à l'investissement, qui était plus large, qui était aussi dans le domaine du Code du travail, qui était dans le domaine de la loi Pacte, de la simplification. Et c'est un peu le paquet, pour moi, qui a aussi permis d'avoir plus d'investissements en France. Et de millions d'emplois. Et d'emplois. C'est difficile d'isoler un élément seul. C'est un peu toujours, à la fois, on veut faire de la recherche rigoureuse, donc on ne peut pas tout regarder en même temps. Mais quand on a un ensemble de politiques cohérentes, c'est difficile d'isoler l'effet d'un morceau. Mais l'effet du paquet, je pense qu'en tout cas, dans les chiffres macro, on l'a quand même vu. Philippe Trainard, spécialiste de fiscalité, pour ou contre le retour de l'ISF? Oui, non. Je crois que si... je dirais... Tout d'abord, les modèles disent des choses. Oui. Si vous prenez le modèle qui est un peu la matrice de tous les grands modèles macroéconomiques utilisés, je crois même par le Trésor, mais aussi par le Fonds monétaire international, par l'OCDE, par la communauté, par l'Union européenne, c'est le modèle NIGEM du National Institute of Economic Research de Londres. Il est terrible. C'est-à-dire, si vous augmentez l'IS, par exemple, ou si vous augmentez la taxation du capital, vous avez un effondrement de l'investissement. Donc lui, il est très clair. Et c'est le modèle macroéconomique qui est la matrice de tous les grands modèles dans le monde. Et c'est vrai pour la France, comme pour les autres pays. Je croyais qu'on avait un modèle keynésien à Bercy avec mes... Mais il est keynésien. Le modèle NIGEM reste un modèle néo-keynésien où la demande joue, mais la fiscalité joue aussi. Dans l'investissement, vous avez plusieurs facteurs. Effectivement, n'est-ce pas, parfois vous voyez pas très bien les effets de la fiscalité parce qu'il faut distinguer les effets de la fiscalité, les effets de la demande, les effets des conditions internationales, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme vient de le dire Dorothée, juste quelques chiffres. Très clair. Entre 2017 et 2024, l'investissement en France, la formation brute de capital fixe au sens de l'INSEE, le concept comptable, n'est-ce pas, qui recouvre l'investissement productif, n'est-ce pas, des entreprises non financières, a augmenté de 84 milliards. Avant, sur les 7 années précédentes, on va prendre des périodes équivalentes, de 2010 à 2017, il n'avait augmenté que de 42 milliards. C'est-à-dire qu'on a doublé la vitesse de croissance. Donc, rétablissons l'ISF, mais alors il faut avoir pour objectif de ralentir l'investissement. Parce que de fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous prenez de l'argent, comme le disait Christian, oui, à des gens qui vont être forcés de vendre à bas prix, de casser un appareil de production qui est en train d'être géré ou dont la gestion est difficile, etc. Vous piquez l'argent qui était destiné à l'investissement, vous le donnez bien évidemment aux actionnaires pour qu'ils puissent payer leur ICSF, et cet argent-là, vous l'utilisez pour quoi? Pour réduire le déficit, nous dit-on. Mais c'est quoi le déficit? Ou redistribuer du pouvoir d'achat aux plus modestes. Mais la vérité, qu'est-ce qu'il y a derrière le déficit? Derrière le déficit, il y a le déficit de la protection sociale. Oui. C'est ça. Plus exactement d'ailleurs et plus précisément, pour l'essentiel, ce déficit est le déficit des retraites. Il me suffit de regarder, n'est-ce pas, le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites qui montre que c'est l'État qui comble le manque à gagner entre les recettes normales qui sont les cotisations sociales et les dépenses. Voilà. Et avec une concentration très forte sur la fonction publique, sur les retraites des fonctionnaires, pas des contractuels, n'est-ce pas, qui relèvent plus ou moins de l'IRCANTEC, mais des fonctionnaires. Donc on va prendre de l'argent de l'investissement pour dire aux gens: consommer, partez en Thaïlande, c'est Phuket, etc. Mais juste, on est dans... attendez, ce n'est pas sérieux. Et c'est comme ça qu'on veut que l'emploi augmente, que le chômage diminue. Non, à la clé de ça, ralentissement de l'emploi et remontée du chômage, alors même qu'aujourd'hui, s'il y a bien un acquis des politiques qui ont été menées depuis 2017, c'est que le chômage est à un niveau historiquement
depuis 1980. Nous n'avions jamais été aussi longtemps aussi bas en matière de chômage. Dopé à l'aide publique quand même, hein, c'est 80 milliards d'euros d'exonération de charges sur les bas salaires pour pouvoir employer. Oui, alors il y a toute la politique sociale, la politique de l'emploi, absolument. Mais on va la remettre en cause en prenant une mesure idiote. J'ouvre une toute petite parenthèse, Dorothée Rouzé, sur ce que vient de souligner Philippe Trainard sur les retraites des fonctionnaires. Le rapporteur général du budget, Charles de Courson, a fait une proposition, pas plus tard qu'hier, qui est d'isoler le montant de ces retraites. Alors lui, il parle d'un chiffre de 48 milliards. L'estimation de Jean-Pascal Beaufret, qui est beaucoup sur ce sujet aussi, et lui plutôt autour de 90 milliards d'euros, mais de l'isoler dans l'examen budgétaire au Parlement pour qu'on ait conscience de ces montants-là. C'est une bonne idée, ça ? Les montants, si on veut les trouver, le débat effectivement alimenté par Jean-Pascal Beaufret est là depuis un moment. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites avait aussi donné les chiffres pour que, il y a rien de caché. Hein, ces chiffres, on peut les trouver si on veut. Après, sur le fond du débat, quand on commence à aller sur le débat du déficit caché des retraites ou je ne sais quelle expression de ce type, moi j'ai un peu de mal parce que je veux dire, foncièrement, la raison pour laquelle les retraites des fonctionnaires représentent davantage par rapport à la masse salariale des fonctionnaires que dans le privé, c'est parce que la masse salariale, notamment de la fonction publique d'État, a progressé très lentement par rapport à celle du secteur privé sur les 20 dernières années. En gros, on voit sur les retraites le fait que les effectifs, alors je parle de la fonction publique d'État, ont été maîtrisés, que le point d'indice a été gelé pendant des années et des années, et que donc la masse cotisante n'augmente pas beaucoup. Après, si je veux faire disparaître le déficit caché, disons, de ces retraites, c'est très facile. J'embauche plein de fonctionnaires, j'augmente massivement le point d'indice, ça va faire beaucoup de dépenses publiques, mais ça fera moins de dépenses de retraite. Donc c'est un peu là qu'il y a il y a un peu ce système naturel de vase communicant. Si on fait moins augmenter la masse salariale, ça fait moins de cotisants. Les retraites, c'est les cotisants du passé, mais en termes de gestion totale de la dépense publique, ça reste une bonne chose. Donc après, peut-on montrer les chiffres, expliquer pourquoi ? Mais foncièrement, voilà, c'est une question de gestion de la dépense publique où l'État gère un peu son budget entre la masse salariale actuelle et les retraites. Oui, il y a une question il y a une cohérence. Des âges. Voilà. Il y a une cohérence. Donc on ne peut pas complètement séparer ce que fait l'État dans son budget. On continue de payer des fonctionnaires de la Poste, des PTT, etc. aujourd'hui en retraite, alors qu'on a changé de statut et que donc les nouveaux employés d'Orange, ça, c'est l'extinction des régimes spéciaux, on est le cas extrême. Effectivement, ne cotisent plus au caisse public. Christian Poyot. On dit, qu'est-ce que nous disons tous, c'est que le sujet de la protection sociale est le point majeur. L'éléphant dans la pièce. C'est l'éléphant dans la pièce. D'ailleurs, moi, et là aussi, je pense qu'il faudrait faire de la pédagogie. Alors, ça ne changera pas les choses en 30 secondes, mais que ça rentre dans la tête des gens. On dit toujours le premier budget de l'État, c'est l'éducation nationale, sauf erreur. C'est faux. Le premier budget de l'État, c'est la retraite. C'est devenu la charge de la dette, même. Oui, mais voyez, est-ce que vous faites un sondage dans la rue, là, on fait un sondage, est-ce que les gens ont conscience de ça ? Le fait de, même sur l'augmentation de la dette, on tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron en disant la dette a augmenté entre son arrivée aujourd'hui de 800 milliards. 1000 milliards. Depuis 2017, à peu près. Voilà. Mais sauf erreur, là-dessus, il y en a la moitié qui vient de l'augmentation des charges de retraite. Donc, et ça, on n'y peut rien. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, alors nous le faisons à cette antenne, et c'est très bien, mais il n'y a qu'à Faucon, que ça soit plus large et qu'on martèle aux gens, mais rendez-vous compte, voilà, le budget principal de l'État, c'est les retraites. Alors disant ça, je ne vais pas dire qu'on va couper les retraites, bien évidemment, mais il faut prendre conscience de ça. Effectivement, l'âge de la retraite, on a les Allemands qui passent à 67 ans en ce moment. Et d'ailleurs, au passage... Les Italiens qui parlent de 70 ans. Juste une parenthèse, en Allemagne, il y a aussi des discussions d'ailleurs sur le partage des richesses. Absolument. Voilà, bon. Mais simplement, je ne suis pas un fin connaisseur de la politique allemande, mais quand on regarde les analyses, il y a quand même un niveau de rationalité qui est nettement plus fort qu'en France. Quoi. Je veux dire, voilà, le spectre des âneries qui sont dites est quand même considérablement réduit de manière générale. 60% de dette contre 115 ce matin. Je pense l'éléphant à pièce, effectivement, la protection sociale, notamment les retraites. Bon, ok, c'est un sujet qu'on ne va pas régler en un an, c'est peut-être en 10 ans, en 15 ans, mais il faut qu'on
communique sur les Français, vis-à-vis des Français là-dessus pour qu'ils en prennent conscience et petit à petit on prenne des mesures structurelles qui résolvent le problème à long terme. La négociation aujourd'hui en cours entre Matignon et les partenaires sociaux et le Parti socialiste, c'est plutôt de geler la réforme de 2023. Hein, ce qui me semble être une erreur, parce que le chiffre, si vous prenez les taux de cotisation actuels, vous vous dites, je les stabilise pour l'avenir, oui. Est-ce que ça me permet d'absorber le choc démographique que nous sommes en train de vivre? Eh bien, la réponse est non. Pour absorber le choc démographique que nous sommes en train de vivre, c'est pas 62 ans, c'est pas 60 ans, c'est pas 62 ans, c'est pas 64 ans, c'est entre 65 et 67 ans, selon que vous prenez le jour d'aujourd'hui ou dans 5 ans. Voilà la réalité, si vous voulez, du problème. Le deuxième point, je voudrais, par rapport à ce que dit Dorothée, je ne pense pas qu'il faille parler de déficit caché, parce que la notion de déficit, il y a des transferts. Est-ce qu'un transfert de l'État est légitime ou n'est pas légitime? La question, je pense, ne mérite même pas d'être posée. Et c'est pourquoi je pense que la proposition de Charles de Courson est une bonne proposition. C'est-à-dire de montrer clairement, est-ce que le système pourrait vivre par lui-même? C'est pas de dire l'État a tort de venir financer les retraites des fonctionnaires, il a pris un engagement, il faudra bien faire quelque chose, mais est-ce qu'au fond le système tient la route tout seul? Ça, c'est une vraie question et je crois qu'il faut vraiment aller dans ce sens, parce que je crois que c'est un des grands raisonnements, si vous voulez, qu'on peut avoir aujourd'hui dans le public. Dans le privé, vous allez payer quelque chose qui tourne autour de 17% de cotisation de retraite, quand pour les fonctionnaires, vous payez 68%. Je tiens à souligner que l'écart entre le 17 et le 68% ne s'explique un peu par la démographie, par le fait qu'il y a de fait un passage du statut de fonctionnaire oui. à des statuts de contractuels, enfin donc quelque part qui utilise à l'IRCANTEC, etc., etc. Mais ça n'explique qu'une fraction de cette différence. Cette différence est juste abyssale. N'est-ce pas? Laissons de côté les militaires, parce qu'au fond, on peut tous accepter l'idée que le régime militaire oui. est exceptionnel. Des gens qui risquent leur vie, que la nation fasse un effort pour eux, honnêtement, j'y suis prêt, et ça ne me concerne pas. Mais donc, je crois qu'il y a là un vrai sujet, et qu'il faut vraiment l'affronter. Et je pense que le plus intéressant, c'est juste de regarder le rapport du corps, le rapport que vient de publier le corps. Il y a un manque à gagner sur les retraites qui s'élève à 4,8% du PIB. Je vous laisse faire le rapprochement avec le déficit actuel des finances publiques qui est à 5,6. Est-ce qu'il faudrait mettre en place, Dorothée Rouzé, un système comme ce qui fait débat en Italie en ce moment, c'est-à-dire d'indexer quasiment mécaniquement les critères d'entrée en retraite, d'âge légal ou de pension sur la démographie, qui est quand même la bombe qui arrive devant nous et dont on ne parle jamais non plus. Bon, mais il y a un certain nombre de pays qui font ça, hein. Il n'y a pas que l'Italie, il y a des pays comme je crois le Portugal, il y en a d'autres qui font ça depuis un moment, où l'âge de la retraite augmente un peu mécaniquement. Ça permet d'objectiver un peu le débat, 2 tiers des gains d'espérance de vie. Est-ce que ça permettrait, peut-être de dépassionner le débat qu'on a en fait tous les 5 à 10 ans sur une réforme des retraites? Peut-être, est-ce que ça le rendrait plus acceptable? À voir, parce que finalement déjà au moment de la mise en place de critères, et puis ensuite chaque fois qu'on va franchir un palier, alors l'avantage c'est que c'est des paliers de 3 mois en général, mais bon, on peut y réfléchir. Après, je voulais juste revenir sur le sujet pouvoir d'achat, juste dans tout ce qu'on se dit, je trouve qu'il y a un peu de tension, et quelque part il y a un choix social à faire entre la demande de protection sociale, la demande de quantité de travail et la demande de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a une demande de protection sociale élevée. Très élevée. Voilà, on peut aimer, pas aimer, mais c'est le cas, je pense, sur les retraites, sur d'autres aspects qui nous fait un système social en fait assez coûteux. Une demande de pouvoir d'achat qui est légitime, qui est en partie liée à la différence entre le brut et le net qui finance la protection sociale. Oui. En partie liée, alors on n'en parle jamais, mais en fait, fondamentalement, la source du pouvoir d'achat à la fin, c'est quand même l'emploi, la quantité d'heures travaillées et la productivité. Bon, on ne parle plus de productivité et d'emploi, mais les gains de pouvoir d'achat sur les dernières années, c'est quand même d'abord lié à la création d'emplois. Vous êtes en train de nous dire qu'on a quelques petites contradictions voilà. des Français. Non, et puis aussi qu'en fait, il y a le réflexe de toujours se tourner vers que fait l'État pour le pouvoir d'achat. Mais finalement, le pouvoir d'achat, il est quand même d'abord créé par les entreprises, les salariés et les gains de productivité. Et puis, oui, la troisième branche qui était quand même la quantité de travail. À la fin, si on veut financer notre modèle social et gagner en pouvoir d'achat, il faut quand même collectivement travailler plus. Augmenter le gap. Et voilà, la discussion a du mal à aller aussi dans cette Christian Poyot et Philippe Trainard. Dans cette direction-là. Il suffit de faire payer les riches. C'est simple. Voilà. Bon. Non, mais enfin, je ne peux. Solution simple et inefficace. Voilà, je ne peux accaler dans ce qu'il dit. C'est là où il y a
il y a une contradiction d'une bonne partie de nos compatriotes, encore une fois, qui sont enfermés dans ce triptyque qui a été très bien expliqué par Dorothée. Ok, on peut comprendre qu'une partie de la population soit assez éloignée de ces raisonnements, etc. Mais je me répète à nouveau, des hommes et femmes politiques responsables devraient dire les choses, voilà, et voir l'orientation à long terme. Parce que c'est vrai qu'on parle de ce sujet de protection sociale et le sujet de la démographie, tout ça étant complètement lié. Effectivement, la deuxième bombe, enfin, c'est même pas, alors c'est une bombe à retardement, elle ne pas un vendredi, etc. Mais elle monte en puissance. Hein. Le taux, je crois, de fécondité en France est passé à 1,6 alors qu'il était à 2 il y a encore pas si longtemps que ça. Au début des années 2010. C'est dramatique, quoi. Mais personne n'en parle. Et vous voyez, ces responsables politiques qui, encore une fois, bouclent sur le truc de la taxe Zuckman, mais c'est hallucinant. Pour la première fois, il y a plus de morts en France cette année que de naissances. Effectivement, Philippe Trainer, est-ce que je pourrais faire une proposition de réforme qui serait assez largement différente, qui consiste à dire le problème de notre système de protection sociale, c'est la gestion tripartite. Moi, je proposerais tout simplement, je n'ai pas d'idée de ce qui est le mieux pour les salariés. Travailler moins, gagner moins, partir à la retraite à 70 ans, je n'en sais rien. Et j'ai tendance à dire, mais remettons le leur, qui décide. Et j'aurais tendance à remettre le pouvoir en matière de sécurité sociale, plus largement de protection sociale, hors l'aide sociale, naturellement, à dire aux syndicats, voilà, c'est vous qui gérez, ce sont vos mandants qui vous donnent un pouvoir. Mais en revanche, il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas accroître les prélèvements sur les entreprises, parce qu'il n'est pas question, ça, vous ne pouvez pas tuer la source de l'emploi, ce n'est pas dans votre pouvoir. En revanche, à vous de dire, est-ce que les salariés préfèrent avoir de l'argent tout de suite ou à la retraite, etc., de façon à laisser en même temps une négociation, parce qu'on voit bien le débat sur les 2 jours, qui est un débat, au fond, grotesque, mais finalement, aucun d'entre nous n'a d'avis. Le tout, ce qu'on voudrait, c'est que les conséquences soit géré rationnellement. Si vous ne voulez pas des 2 jours, si vous ne voulez pas sacrifier vos 2 jours, eh bien, il faut que les retraites baissent ou que les cotisations salariés augmentent. C'est paramétrique. Philippe, c'est ce qui a été fait dans le conclave, enfin, le terme était certainement impropre, qui a été fait, où François Bayrou, et après on a le jugement qu'on veut sur lui, a dit « Ok, réfléchissez entre partenaires sociaux, mais sous réserve absolue que ça n'augmente pas le déficit. » On a bien vu ce qui s'est passé. Il y a un certain nombre d'acteurs qu'on ne qualifiera pas, qui sont sortis de la table, de toute façon ils ne sont pas capables de discuter rationnellement, et ceux qui restent, notamment la CFDT, finalement, les 64 ans, je n'ai pas vu qu'elles étaient remises en cause. Alors, c'est pas officiel, évidemment, c'est dire, ok, on ne va pas y toucher. Christian, il y a quand même un point, c'est que ces fameux responsables CFDT, CGT, etc., CFTC, CFDT, ne sont pas les gestionnaires de facto du système. Ils ne sont pas les gestionnaires. Ils sont partie de facto, par derrière, c'est quand même l'État, in fine, qui prend les décisions. Moi, je prendrais, au contraire, je dirais, c'est votre... À la GIRC-ARCO, ils le sont. Mais d'ailleurs, on arrive beaucoup plus aisément à des accords. C'est de généraliser le système à GIRC-ARCO. Et je me dis même que peut-être les entreprises, d'ailleurs, parfois le MEDEF a soulevé la question, sommes-nous légitimes à être présents là? Parce que je pense que dès lors que l'on dit on n'augmente pas les cotisations salariés sur les cotisations employeurs, ça veut dire les employeurs n'ont plus trop leur mot à dire. C'est au fond les salariés qui entre eux décident ce qui est le... Mais à ce moment-là, il faut vraiment leur remettre le pouvoir. Non, mais et c'est ça, cette dernière hésitation, on le voit bien, qui en France ne fonctionne pas, et que même certains acteurs et certains syndicats ont très peur de cette décision qu'on irait leur remettre, parce que ça obligerait à faire des compromis et des arbitrages. Moi mon propos, elle est justement de dire oui, c'est ce qu'il faut faire. Et quand on est entre acteurs responsables, oui, on arrive à trouver des compromis, parce que le sujet, c'est l'équilibre. On gagne 10, on peut dépenser 10. Après, les raisonnements sont différents selon les branches, selon qu'on fait un travail très pénible, selon qu'on fait un travail de bureau. Différenciation. Mais effectivement, dès qu'on... Il y a le statut des personnes handicapées. À partir de quand considérons-nous que quelqu'un ne peut plus travailler? Mais tout ça, on voit bien que c'est un sujet que les salariés... Le dialogue social. Social, et que les salariés
peuvent discuter entre eux. Alors on est un petit peu, vous savez, comme sur la montagne magique, en train de discuter un truc totalement désincarné. En attendant, c'est manifestation contre manifestation. Oui, voilà. Mais tout ça est très théorique. Ces manifestations sont sur la montagne magique de la protection sociale. Il va falloir un médiateur pour tout ça. Bon, j'avais un dernier sujet que je trouve absolument passionnant. Il nous reste 3 minutes, ça va être un peu compliqué de le traiter. Mais c'est cette attaque des 2 grands blocs mondiaux sur la régulation européenne. Apple, cette nuit, a appelé à démanteler le DMA, la régulation sur les géants du numérique. Ses arguments, c'est je ne peux plus apporter la technologie chez vous, et on l'a vu sur le dernier iPhone, l'intelligence artificielle, etc. L'Europe a été servie 6 mois, 1 an plus tard. 2, mon écosystème Apple est sécurisant, vous m'obligez à l'ouvrir, c'est un danger pour vos enfants. Et de l'autre côté, on a eu la Chine, Xi Jinping, qui s'est exprimé 24 heures après Donald Trump à l'Assemblée générale des Nations Unies pour indiquer que si Donald Trump pensait que le réchauffement climatique était une grosse fake news, lui allait poser pour la première fois des objectifs de réduction d'émissions carbone et qu'il pouvait même nous aider, nous, Européens, à décarboner nos villes avec ses voitures électriques. Sauf que là aussi, l'Europe bloque. Ces deux-là, Apple d'un côté, la Chine de l'autre, sont en train d'attaquer la régulation européenne par le biais du consommateur. Enfin, ces deux sujets, je ne sais pas s'ils sont totalement différents, mais bien une même stratégie. Différent, mais une même stratégie. Sur le sujet que je connais bien, j'ai piloté pendant 8 ans la commission numérique Christian Poyot. Apple, bon, ok, ils défendent leur beefsteak, ils ont raison fondamentalement. Rappelez-vous le fait d'unifier les câbles de connexion aussi. Absolument, pour les chargeurs. Et donc là, ils disaient, si on fait ça, ça va baisser le niveau de qualité, etc. Enfin, c'est quand même de la rigolade. Genre, oui. on dépensait des millions sur des câbles qui partaient à la poubelle. Et de facto, l'intelligence artificielle sur les iPhones, on l'a eu plus tard. Moi, je ne suis pas... ça m'arrive très souvent d'être critique, on va dire, vis-à-vis de la réglementation européenne qui, sur le domaine de la tech, et sur certains points, bloque les choses. L'IA Act, par exemple, la manière dont il est conçu, n'est pas favorable au développement de l'IA en France et en Europe pour les startups ou les personnes générales. Sur le DSA-DMA, non, là je ne suis pas d'accord. Le DSA-DMA, ça vise quand même à protéger les consommateurs que nous sommes tous, y compris soit sur des propos totalement hallucinatoires de de pédopornographie, enfin des trucs absolument hallucinants, ou aussi de freiner un peu les débats, etc. Et donc, les gatekeepers qui sont définis sont des choses tout à fait logiques, raisonnables. Alors, ça ne plaît pas à certains grands acteurs américains, parce qu'effectivement, ça ne leur permet pas peut-être d'avoir... Ça les contraint un peu de modération. On voit Facebook qui est revenu en arrière là-dessus, ce qui est tout à fait critiquable. Donc, ce sujet-là, pour moi, encore une fois, sans dire que toute la régulation européenne est bonne, il ne faut pas lâcher. Voilà. Bon, après, la Chine... sur le protectionnisme, on va montrer la une de la Tribune aujourd'hui, la France première victime de la crise automobile. Il y a eu cette annonce de Stellantis, 2000 salariés mis au chômage partiel au mois d'octobre. Mais là, c'est les voitures électriques en 2035. La vague chinoise qui déferle sur l'Europe. Il faut du protectionnisme là aussi. Un dernier mot très rapidement parce qu'on a terminé. 2 points que je voudrais dire. Nous protégeons nos données personnelles, mais probablement un peu trop. Donc il y a une part de vérité dans ce que disent les autres. Regardez bien, la conséquence, c'est que la technologie numérique de la protection des données personnelles, elle n'est pas en France, elle n'est pas en Europe, elle est aux États-Unis. Deuxièmement, avec notre régulation, ce qu'on a appelé, vous savez, l'Underground Empire, l'empire caché, avec SWIFT, etc., fait que toutes les données personnelles sont bien accessibles aux États-Unis, mais ne sont pas accessibles en Europe. Les données personnelles sur les Européens. Donc il y a un problème majeur et je pense que nous devons considérer et ce que dit Xi Jinping et ce que dit Apple, c'est pas de faire ce qu'ils nous demandent de faire, mais peut-être avons-nous à aménager les choses. C'est le mot de la fin, on doit rendre l'antenne. Merci à tous les trois, Dorothée Rosé, Philippe Trénat et Christian Poyot d'être venu aujourd'hui dans Les Experts. Vous retrouvez immédiatement Antoine Larigauderie pour Tout pour Investir. Quant à moi, je vous retrouve demain, 10h, 11h pour une nouvelle émission des Experts. Bonne journée.